Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, éducateur, critique d'art et commissaire. Bienvenue sur les ondes de MRTV. Je suis en présence de l'enseignante, artiste et peintre Maggie Romanovich. Bienvenue. Merci professeur de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, d'autant plus que je m'identifie avec vous en tant qu'enseignant. Pourriez-vous nous dire, Maggie Romanovich, quelle était votre vision de l'enseignement avant de devenir enseignante? Ça veut dire que je dois retourner loin dans le passé. Je pense que depuis que j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé aider. Aider les enfants, mes amis, aider ma mère, aider mon père. Ça me faisait plaisir de me faire utile. Et je pense que le choix d'aller dans l'enseignement, c'était lié à ce fait et aussi au fait que j'aimais communiquer et j'aimais être entourée par des gens. J'aimerais aller travailler avec des personnes. Donc, il y avait une dimension sociale importante. Absolument. Et une fois que vous êtes devenue enseignante à l'école secondaire, oui. Dans quelle mesure est-ce que votre vision de l'enseignement a changé? Oh, je dirais pas que ça a changé. Non, au contraire. Au contraire, j'ai continué à aimer travailler avec les gens. J'ai continué à aimer communiquer. Et j'ai continué à aimer les faire aider, les faire comprendre de qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour finir l'école secondaire et pour se préparer à la vie. Donc mes valeurs, les bases de mes valeurs étaient là. Et vous avez enseigné à l'école secondaire pendant combien de temps? Oh, je peux vous dire que j'ai enseigné au lycée en Roumanie pendant 15 ans. Ça veut dire des élèves de 17 et 18 ans. Et ici au Québec, même si j'ai fait un petit peu du primaire et début du secondaire, j'ai enseigné secondaire 4 et 5 parfois. Et pendant combien d'années? Ici au Québec, pendant 22 ans. Alors, un des grands défis auxquels font face les enseignantes et enseignants, et particulièrement au niveau des études secondaires, dans les polyvalents, à l'école secondaire, c'est ce qu'on appelle le surménage, le burn-out. Comment est-ce que vous avez fait face à cette possibilité du surménage? Je ne sais pas. Oui, il y a eu des moments de fatigue. Oui, mais surménage, non, je ne peux pas dire ça. Parce que j'étais préparée à enseigner à ce niveau. Vous savez, en salle de classe, un professeur doit bien connaître sa matière. Doit être là pour transmettre aux élèves qu'est-ce qu'il leur faut, combler leurs besoins. Et à ce moment-là, ils vont apprécier. Ça va me servir. En plus, il faut être toi-même. On ne met pas un masque lorsqu'on rentre dans la classe. On ne devient pas acteur ou policier. Non, on est nous-mêmes. Moi, j'étais toujours moi-même. Je disais aux élèves, quand j'étais un peu fatiguée ou quand j'étais un peu ennuyée pour le résultat, je disais, vous m'avez donné aujourd'hui un cours un peu plate. Bon, ils comprenaient. J'étais authentique et ils ont apprécié ça. Ils savaient comment s'adresser. Et ça a beaucoup facilité la communication entre nous.
ils savaient à quoi s'attendre. Moi aussi, je savais à quoi m'attendre de la part de chacun. C'est donner l'attention à chacun et puis lui répondre d'après ses besoins. Vous savez, dans l'école où j'ai enseigné pour 22 ans, il y avait, d'après les calculs d'un de mes collègues, une cinquantaine d'ethnies différentes. Mais cinquantaine, ça veut dire que je pourrais avoir dans ma classe des représentants de tous les continents. Donc il fallait bien les connaître et savoir leurs valeurs et partager nos valeurs communes. Alors ça donnait de bons résultats. On a eu confiance, une certaine confiance entre nous. Okay? Et vous savez que l'enseignement aussi est émotionnel. L'élève perçoit ça, surtout les adolescents sont très émotifs. C'est les émotions qui prennent première place. Et après le jugement. Et lorsqu'on adresse ce côté émotionnel, par nos émotions également, par notre authenticité, ils peuvent se rapporter à nous-mêmes, ils peuvent nous prendre comme modèle. Donc on peut, nous, comme professeurs, avoir un impact sur eux. Peut-être que je suis encore restée dans la mémoire de certains élèves, pas nécessairement parce que j'ai enseigné le conditionnel présent, le conditionnel passé, mais surtout parce que j'avais dit tel mot dans telle occasion et que ça l'a fait comprendre une chose importante pour lui. Et pendant 22 ans, vous dites bien, et avant cela 15 ans en Roumanie. Oui. Alors, en tant que pédagogue, la première question qui m'arrive, c'est que quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que c'est plutôt inusité de faire carrière pendant des décennies au niveau de l'enseignement secondaire. Où est-ce que vous vous êtes ressourcé? Oh, moi, j'ai bien aimé ma spécialité. Une langue n'est pas quelque chose aride, même la grammaire. Non, parce qu'une langue étrangère, une langue quelconque, c'est en mouvement. Et il faut toujours être là, vigilante, voir quelles sont les dernières tendances dans l'enseignement d'une langue. Dans toute ma carrière, je pense que j'ai passé par 7-8 nouvelles pédagogies. Nouvelles façons d'enseigner une langue. Mais d'après moi, on prend un petit peu d'ici, un petit peu de là, et on fait notre façon pour nous adresser à toutes sortes de gens qui nous écoutent, parce qu'on ne peut pas donner un cours magistral et que tout le monde comprenne. Non, on s'adresse des fois à chaque élève d'après ses capacités de compréhension, d'après ses besoins. Et puis, c'est la littérature qui m'a toujours attiré l'attention. Je dirais c'est un de mes amours. La littérature ne m'a jamais quitté. J'ai fait de la littérature en enseignant, dans l'enseignement. J'ai dramatisé des pièces de théâtre de Shakespeare avec les élèves. On a fait des petits films basés sur la littérature. Ils ont publié des cahiers de poèmes créés par eux-mêmes. Donc, la littérature, étant donné que véhiculait des émotions, ils ont accroché. Les adolescents ont eu l'occasion d'utiliser ça, la création des poèmes, comme échappatoire. Oui. Donc vous avez valorisé toute la dimension affective vis-à-vis de la littérature. Alors, là, je ne peux pas m'empêcher de penser, puisque vous parliez de Shakespeare, avez-vous fait un projet avec Roméo et Juliette? Mais oui, chaque année.
Chaque année. Oh, ils adoraient ça, ils se battaient. Qui voulait être Roméo, qui voulait être Juliette, donc je faisais des équipes donc, pour leur donner le tour de s'exprimer. Je faisais des débats en salle de classe, préparer les débats, des pour et contre pour tel sujet. Est-ce qu'il fallait punir Hamlet? Est-ce qu'il ne fallait pas le punir? Est-ce qu'on doit punir les parents de Roméo et Juliette ou pas? Comme un petit tribunal. Est-ce qu'on doit remplacer les profs par des robots? Aussi, des sujets comme ça chaque année. Même les débats allaient sur la scène, dans la salle de spectacle de l'école, et on faisait des concours entre secondaire 4 et secondaire 5. Et donc, pour revenir à Roméo et Juliette, pour ne citer que cette pièce de théâtre de Shakespeare, je peux très bien comprendre que les ados s'identifient avec cette thématique de l'amour, de tomber en amour. Comment faisait-il vis-à-vis, disons, la violence? Parce que la violence est bien présente dans ces pièces de théâtre. Et vous avez mentionné Hamlet aussi. Oui. Et la violence est une réalité dans notre monde maintenant. Dans notre monde, oui, on voit ici, à Montréal, disons, la violence à la télé. Mais tenez compte que dans ma salle de classe, il y avait des élèves qui ont vécu la violence dans leur pays natal, qui ont vu des gens qui ont été tués devant eux. Donc, ils ont vécu cette violence. Alors, ils avaient une idée plus précise. Et il y en avait, la plupart étaient pour une conciliation. La plupart étaient pour trouver des solutions pour prévenir la violence. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait et il n'a pas fait? Qu'est-ce que les parents ont fait pour pousser ses enfants à se tuer? Donc, même le nouveau film Othello, c'était un film avec vraiment des scènes, mais on l'a vu, on l'a visionné en salle de classe avec le groupe avancé parce que j'avais un groupe de bilingues. Et puis, vraiment, ils ont compris que la réalité pouvait les pousser vers la violence. Et qu'est-ce qu'il fallait? Dans les commentaires, je demandais qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas arriver là-bas. Avant, qui sont mes amis? Attitude envers les amis, compétition. Jusqu'à quel point on peut se permettre d'entrer en compétition pour ne pas frapper le mur. Les élèves sont pleins d'idées, puis sont assez matures en ce qui concerne les choses reliées à la vie. Peut-être qu'ils ne connaissent pas toutes les formules mathématiques ou chimiques, mais en ce qui concerne des situations de vie, sont bien, connaissent bien. Et en parlant de nouveau de Shakespeare, et spécifiquement de Roméo et Juliette, qui termine dans un cas dans le suicide, sans parler d'Othello et d'autres pièces, Hamlet de Shakespeare, la santé mentale, les maladies de santé mentale. Est-ce que ces questions de santé mentale, de maladie mentale, voire du suicide, se sont présentées lors de votre enseignement? Oui, absolument. Vous savez, la langue doit se parler. On ne peut pas enseigner une langue vivante, comme on enseigne le latin. Donc, on doit parler, on doit communiquer en écrit, mais à l'oral aussi. Donc, j'avais des cours vidéo qui invitaient à une discussion et après un essai écrit.
Donc, par exemple, je me souviens d'une vidéo où un élève était bousculé et puis était mis son dos au mur parce qu'il était gay. Alors, le film ne va pas jusqu'au suicide, mais il dit « j'ai envie de mourir ». Mais il y a une suite des choses qu'il vit, des choses assez dures. Et j'ai regardé l'impact sur les visages des élèves. Je vous dis que ça les a affectés, les ont fait penser et puis dire que, écoutez, c'est un être humain, il est comme nous, ses choix personnels, on doit les respecter. C'était ça. Une autre vidéo, c'était sur des élèves qui étaient ou bien handicapés, en chaise roulante, ou avaient des différences physiques, et que les autres, qui étaient sujets de moquerie de la part des autres élèves. Ils se moquaient d'eux. Et chaque élève qui a vécu ce bullying exprimait son vécu, ses sentiments devant la caméra. Il y en avait qui avaient des larmes aux yeux. Alors là, vous avez soulevé une toute autre dimension qui fait partie intégrante de la condition adolescente. Les hormones, le sexe, la sexualité, le genre, l'orientation sexuelle, la communauté LGBTQ. On est en plein laboratoire à l'école secondaire. Comment vous avez composé avec ces enjeux? Personnellement, j'ai dit aux élèves à un moment donné que la religion, le sexe ne doivent pas être débattus publiquement, dans le sens que ce sont des affaires personnelles. Et s'ils sont des affaires personnelles, tu ne peux pas te mêler. Tu dois respecter les choix des individus. C'est son choix ou c'est son besoin. Alors on respecte. On ne rentre pas dans l'intimité de l'autre. Et puis on ne met pas des obstacles devant eux. On ne discute pas ça, on ne rit pas parce qu'eux sont différents. On doit respecter la différence. On est tous différents. Donc, si tu respectes la différence, il n'y a aucun problème par rapport aux autres. C'était beaucoup avant le débat actuel. Mais ça, c'était ma conviction depuis une vie. Il y a d'autres enjeux auxquels on fait face en 2024 dans les écoles secondaires. Parlons de la drogue. Oui. Quelle était votre expérience comme enseignante pendant quelques décennies? Oui. Ben, je peux vous dire que quand j'enseignais pour 1 an ou 2 ans en secondaire 2, occasionnellement en secondaire 3, j'avais des élèves qui rentraient en classe après avoir fumé. Ça se voyait. Mettaient la tête sur le bureau. Bon, on avait un protocole à l'école, on signalait, donc j'allais avec... mais je disais rien en salle de classe. Parce qu'il aurait pu exploder. Et puis, je ne voulais pas déranger la classe et je ne voulais surtout pas attirer l'attention des autres élèves. Donc ça, c'était... on avait à l'école quelqu'un qui s'occupait de cette chose.
à ce temps-là, j'avais beaucoup, moitié des élèves qui fumaient du tabac. Tiens. Je me souviens parce que j'avais beaucoup d'élèves arabes en classe. J'ai fait un expériment. J'ai dit, fermez vos yeux et levez la main, toute la classe, fermez vos yeux et levez la main ceux qui ont goûté de l'alcool. Bon, arabe ou pas arabe, musulman, pas musulman, ils ont levé la main. Levez la main ceux qui ont fumé. Et j'entendais du chicha ou autre chose. Donc j'étais au courant avec leur culture. Donc il y en avait qui ont essayé. Les parents ne savaient pas. Ils savaient que moi, je n'allais pas rapporter tout ça aux parents. Alors, étant donné la nouvelle loi qu'ils n'avaient pas le droit de fumer à l'école, à 30 mètres de l'école, il faisait froid. Alors je vous dis qu'en secondaire 4, les dernières années, à peine j'avais un élève qui fumait. Donc on renonçait. Et j'étais vraiment fière de... Et en ce qui concerne la drogue, j'avais un ou deux qui prenaient encore de la drogue. Et c'était relié à leur environnement familial, le vécu chez eux. Et ces élèves-là étaient à risque de ne pas finir l'école secondaire. Mais je vous dis deux, trois, pas plus que ça. 2 toits sur 150. J'avais 150 élèves dans mes groupes. Alors, je semble comprendre qu'il y avait ce que j'appelle des principes opérateurs pédagogiques. Oui. Dans un premier temps, vous avez invité vos élèves, avec les yeux fermés, à lever la main. Oui. Donc, l'anonymat, d'être anonyme, ouais. C'était en fait une façon de vous adresser, une façon non menaçante. Mais bien sûr que non. Et ça a invité pas mal les élèves de m'écrire dans leur essai, plus ou moins reliés au thème, des choses intéressantes sur leur vie. Oh, j'ai un temps à vous raconter, mais le temps ne permet pas. Mais c'est vraiment la confiance vers moi qu'ils ont fait, ils les ont poussés en sorte qu'ils ont expliqué qu'est-ce qui se passe dans leur vie. J'étais au courant avec pas mal de choses. Je parlais pas à tout le monde, mais une fois, je me souviens que je suis allée voir le directeur parce qu'un de mes élèves, il y avait 2 frères, un secondaire 4, un secondaire 3, très bons élèves, qui venaient à l'école une fois, un jour l'autre. Beaucoup d'absentéisme parce qu'ils avaient une seule paire de chaussures. Ouais. Et parce que ils n'avaient pas grand-chose à manger chez eux. Un sac de riz, un sac de farine de maïs, et c'est tout. Parce que ses parents étaient ailleurs, en Amérique du Sud, et ils vivaient seuls. Alors le directeur ne m'a pas... Ils m'ont écrit ça. Le directeur n'a pas posé de questions. Dorénavant, les 2 garçons ont mangé gratuitement à la cafétéria. Donc des choses qui n'ont été jamais avouées à quelqu'un, mais à l'écrit. Ils ont donné un exemple, voilà, il y a 2 garçons, 2 frères qui font ça. Ben, c'était facile à deviner qu'il s'agissait de ces 2 frères. Donc, vos élèves se sont révélés aussi bien en levant la main, en fermant les yeux, ou en écrivant, je crois comprendre, écrire comme un journal de bord, parce que il y avait un climat de confiance. Absolument, et parce qu'il y avait une communication. Ils me posaient même des questions sur ma vie. Quand je leur ai dit que je suis mariée depuis 40 quelque chose années, ils ont dit « ça se peut pas ». Oui, ça se peut. Un moment de silence, puis on commençait à applaudir. Ça nous a impressionnés.
Donc, Vous avez donc partagé vos vécus, aussi bien Ouais. les élèves que vous, dans une certaine mesure. absolument, absolument. Alors, pratico-pratique, Maggie Romanovich, quand on pense à l'école secondaire, et je parle de mon expérience, parce que j'ai fait carrière dans l'enseignement Oui. au niveau universitaire, mais avant d'enseigner à l'université, je faisais la suppléance à l'école secondaire. Et ce qui m'avait vraiment secoué, c'était la discipline. Comment avez-vous fait Je sais pour la pas. discipline dans la salle de classe? Je ne sais pas. Ça doit être relié au fait que je suis pas grande. Et étant donné que je peux pas comme aller par-dessus, alors j'ai peut-être une voix forte. Non, c'est surtout le fait que dès le début de l'année scolaire, je parle une période au complet et je leur dis quelles sont mes attentes, quelles sont mes règles, est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, on change quelque chose. Bon, si on vote sur ces règlements, là, on s'entend bien. Ma porte était toujours ouverte. Si tu n'as pas le goût de participer en classe, tu ne déranges pas, tu peux sortir. Mais que le directeur va te voir, ça c'est autre chose. Tu assumes ton geste. C'était clair. Okay. Puis je faisais des choses peut-être que les autres profs ne faisaient pas, dans le sens que ma job ne finissait pas en salle de classe. Ça continuait chez moi, toujours. J'ai eu ça dans ma famille. Mes tantes, mes oncles ont été tous profs et tous rentrés à la maison et corrigeaient, parlaient au téléphone. Alors, ils savaient mon courriel et ils m'envoyaient des courriels quand il était absent pour leur donner, s'il n'était pas capable d'être en contact avec un collègue, pour le devoir. C'est ça. Je m'arrêtais, s'il y avait un bruit en classe, je m'arrêtais. J'acceptais pas ça. Quand je parle, tu m'écoutes. Quand tu parles, on t'écoute, tout le monde. On te respecte et on t'écoute. Puis c'était de plus en plus facile parce que j'ai utilisé l'ordinateur et tout était projeté par l'écran blanc. Alors moi, je le regardais en tout temps et il suivait sur l'écran. Donc le contact visuel était plus souvent qu'avant quand je tournais le dos et j'écrivais au tableau. Donc ça, beaucoup aidé. Et en plus, ils adorent, les élèves adorent de les mettre en équipe et travailler. Oui, on les mettait en équipe, ils travaillaient, ils donnaient le travail à la fin avec des points. Est-ce que ça compte? C'est toujours, ok. Est-ce que ça compte combien de lignes? Ça jaillissait cette question. Combien de lignes? Mais autant que tu as des mots dans ta tête. Vide ta tête. Oui. Je ne peux pas dire que j'avais pas de mauvaises journées. Oui, ça arrive, mais comme j'assumais une partie de la job. Mais mesdames, messieurs, merci d'avoir passé ces moments précieux avec l'enseignante, artiste et peintre Maggie Romanovich. En l'écoutant, j'aurais bien voulu être un de ses élèves. Et on vous invite de nouveau sur les ondes de MRTV pour découvrir d'autres facettes de l'enseignante, l'artiste et peintre Maggie Romanovich. On va parler des arts, le rapport entre l'éducation, l'enseignement et les beaux-arts, y compris ses propres créations. Merci. Merci, professeur.